Je vais vous résumer ce livre, Savoir se relaxer en choisissant sa méthode. C'est une édition de 2015 de 173 pages, écrit par Charles Quingy, qui est psychiatre spécialisé en techniques cognitives et comportementales, et puis Serge Limousin, ingénieur et directeur d'une société de logiciels et de produits multimédia pour la relaxation. La relaxation, c'est une faculté naturelle en final, que l'on partage avec les animaux. Ce sont des choses simples, mais qui nous sont devenues quasiment étrangères. Euh, on va voir que l'on peut agir sur une partie importante de notre système nerveux autonome, qui est le parasympathique, parce que ce sont nos émotions qui commandent la plupart du temps. On dit couramment 80% de ce que l'on fait sont subis par nos émotions. Ce sont les habitudes aussi, on sous-estime nos habitudes. On va faire des choses, on va les refaire, et puis c'est difficile de désapprendre. Donc voilà, dans ce livre, on va du coup avoir une approche sur être à notre écoute, essayer de comprendre ce qui en final nous éloigne d'un état de relaxation. Alors que l'on définit de la manière suivante, je lis la définition du livre. La relaxation est une méthode favorisant le repos physique et psychologique, ainsi que le maintien d'un niveau de calme ou de tension optimal pour l'efficacité, ni trop faible, ni trop élevé, dans les différents contextes dans lesquels nous nous trouvons. C'est important ce côté, ni trop faible, ni trop élevé, parce qu'en final, la relaxation, avant tout, c'est économiser de l'énergie. Et c'est favoriser aussi la récupération après l'effort. Donc savoir se relaxer, c'est donc mieux se reposer et dépenser moins d'énergie possible en dehors de l'action et de la pensée. En final, la relaxation, ça nous permet de mieux accéder au raisonnement, à l'action, au sentiment, à la sensibilité et même à la spiritualité. Tout un programme. Et plus je suis calme, plus je suis moi. Voilà ce que nous apprend ce livre dans le premier chapitre. Après, le chapitre suivant nous aborde le sujet de suis-je capable de me relaxer. Au final, on va avoir des capacités de régulation de la respiration, des tensions musculaires, des perceptions sensorielles et aussi de la pensée. Côté respiration, en final, on va avoir des tests, par exemple, de lourdeur et de chaleur, avec des contractions et des décontractions sensorielles. Et le souci dans cette affaire, c'est que plus j'ai besoin de me relaxer, moins mon instinct me dit de le faire. Je pense qu'on a tous connu ça. Hein. Il cite le syndrome du hamster. Un hamster mis dans une roue tournant avec des mouvements sans cesse, et bien du coup les pattes ont tendance à accélérer de plus en plus. Syndrome du hamster. Vous y penserez la prochaine fois que vous vous direz allez, j'ai fini ça, je me remets à faire ça. Le fait d'enchaîner, comme si on était toujours en porte-à-faux avant, et qu'on courait de plus en plus vite, en oubliant un peu pourquoi on le fait. Et quand nous avons un problème, l'instinct est de se tendre, de devenir hyper vigilant. Ça, c'est du fonctionnement de base cerveau reptilien. C'est parfois utile, bien sûr. Un problème demande une solution. Et si c'est un problème imminent, quelque chose qui nous met en danger, effectivement, c'est très utile. Maintenant, la plupart du temps, on subit des choses, et il parle d'un marteau-pilon pour écraser une mouche. Du coup, il y a deux aspects négatifs à ça. C'est une dépense énergétique extrêmement importante, qui est disproportionnée. Et puis du coup, les chances de rater la mouche sont considérables avec notre beau marteau-pilot. Et en final, il va nous montrer à travers un diagramme là, que l'on a une dépense énergétique avec une efficacité maximale. Et cette efficacité maximale, effectivement, elle est utile que quand on en a vraiment besoin. Et le risque, en étant souvent à ses limites d'efficacité maximale, c'est d'avoir une consommation énergétique forte et du coup une récupération qui ne sera pas suffisante. Et c'est ce qui fait que jour après jour, à force d'entamer ses capacités maximales, on peut atteindre par exemple des problèmes de burn-out. Donc au niveau d'un certain niveau, notre stress avec tous les guillemets qu'il faut, le fait d'être très efficace, d'être très actif, va consommer trop d'énergie. Après, un sujet important, c'est l'analyse fonctionnelle du problème. En final, le livre décrit une période d'auto-observation qui est indispensable pour identifier les situations dans lesquelles on est tendu, énervé ou anxieux. C'est le cercle vicieux qui en final fait que l'on est
dans un souci permanent, avec cet exemple ici, il y a beaucoup de petits schémas comme ça dans le livre, hein. Donc quelqu'un qui se sent contrarié, qui du coup va déclencher des maux de tête, parce que c'est comme ça, elle, quand elle est contrariée, elle déclenche des maux de tête, on est tous différents, mais elle, c'est son cas. Du coup, elle se rend compte qu'elle se fait mal et ça l'énerve, et du coup, elle peut avoir tendance à rouspéter et se forcer à continuer de travailler, et du coup, la douleur augmente au fur et à mesure de son énervement, et on va boucler comme ça en entraînant à nouveau des nouvelles céphalées et des nouveaux énervements, etc. Ça, c'est un cercle vicieux classique. Et donc, ce que l'on propose, c'est cette observation-là. Et ça, tout le monde peut le faire. La méthode est simple, hein, c'est juste pouvoir être à l'écoute de soi et de se dire, tiens, du coup, quand je m'énerve, ou quand j'ai mal à la tête, ou quand j'ai des maux de ventre, peu importe, ou mal au dos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui procure ça? Qu'est-ce qui le provoque? Et du coup, le noter dans un petit calepin, le noter, faire attention à tout ça. Après, on apporte les méthodes. Donc au niveau respiration, effectivement, c'est un élément essentiel. La prise d'air pour la combustion interne, c'est la vie. Par contre, plus on va être tendu et moins relaxé, plus on va respirer rapidement. Et du coup, respirer plus favorise l'incendie émotionnel, comme il est cité dans ce livre. Donc, moins je respire, plus je me calme. Et ça peut être un peu contradictoire. On est sur le système nerveux parasympathique, effectivement, favoriser les expirations, par exemple. Mais c'est exactement le contraire du réflexe naturel qui nous incite à respirer de plus en plus en cas d'anxiété. Si on devait courir, effectivement, il faudrait respirer plus, mais c'est pas le cas. Il suffit de regarder un bambin dans son sommeil. Du coup, dans les exercices proposés, on nous parle de réinitialiser notre respiration avec 2 profondes respirations, accompagnées d'un relâchement musculaire, et d'enchaîner des respirations ventrales. Petit exercice tout simple qui nous permet d'atteindre un niveau de relaxation un peu supérieur. Au niveau détente musculaire, on va parler de Jacobson, bien sûr, qui consiste à contracter des groupes musculaires puis à les relâcher. Après, on a des méthodes de concentration sur les sensations corporelles, que ce soit les appuis, les lourdeurs ou la chaleur. C'est ce qu'on appelle le training autogène de Schulz, qui effectivement apporte beaucoup de choses. Et vous trouverez facilement des exemples sur le net pour faire ce genre d'exercice. Il y a la relaxation différentielle. Ça, c'est très intéressant et ça peut être un peu questionnant. C'est ne faire fonctionner que le muscle utile pour l'action. Typiquement, je suis devant un PC. A priori, j'utilise mes mains, mes bras, pour la souris, le clavier. Le reste est censé pouvoir être au repos. Il suffit juste, là, si vous écoutez cette vidéo, de vous dire, tiens, au final, là, si je ne fais que écouter cette vidéo, est-ce qu'effectivement, j'ai toutes les parties de mon corps qui sont détendues? Peut-être que vous observerez les épaules descendre un peu en disant, est-ce que mes épaules sont tendues? Voilà, une prise de conscience de ce qui est tendu et apporter une détente. C'est la relaxation différentielle, c'est assez simple, là encore, il suffit de se préserver des moments pour pouvoir le faire. Sur le chapitre suivant, on va se concentrer sur les perceptions sensorielles. À la fois, au final, sur les 5 sens, regarder pour se relaxer. Donc focaliser un objet et rechercher un effet agréable. Ou se concentrer sur un mouvement, le balancier d'une horloge, ou encore mieux les vagues de la mer, pour ceux qui y habitent pas très loin, comme c'est le cas par ici. Après, écouter pour se relaxer, c'est assez simple à travers des musiques qui nous inspirent et qui nous font plaisir. Et puis nous aurons aussi les sensations tactiles et les massages, que ce soit des bains chauds, des bains de soleil. Effectivement, le massage est aussi quelque chose de simple, un massage empathique, automassage, encore mieux avec une personne qui vous fait juste un massage comme bon lui semble et en fonction de vos retours aussi. Dans le chapitre suivant, on va parler des méthodes de relaxation par la pensée cette fois-ci et l'imagerie mentale. Donc on est au niveau des méditations et de la contemplation. Centré sur une évocation mentale répétitive, une petite phrase qui peut être répétée à souhait, jusqu'à atteindre un moment où on va se rendre compte qu'on a décroché du reste. Et puis une imagerie visuelle aussi très proche de la contemplation, qui consiste à reproduire mentalement une image fixe ou mobile dans le but de se détendre. Dans le chapitre suivant, c'est comment utiliser la relaxation. Donc la relaxation rapide en situation, par exemple, là l'idée c'est pouvoir mettre en place des crises de calme.
Donc je vis quelque chose de non relaxant, de stressant, avoir sa solution, son petit truc pour faire une crise de calme. Donc plusieurs choses possibles pour ça, hein. Une image, une situation, se rappeler de quelque chose, ça peut être une odeur, ça peut être plein de choses qui nous permettent de faire ça, mais à chacun de trouver son astuce et ce qui fonctionne pour lui. Il nous parle aussi de désensibilisation systématique, par exemple pour tous les problèmes phobiques, l'idée étant de remplacer une émotion par une autre. Le chapitre suivant, pour faire face aux problèmes, eh bien, on a un exemple de Guy qui, lui, se sent attaqué à chaque fois qu'il y a une remarque. Donc la remarque d'un collègue, en final, va déclencher de la colère, qui pour lui va provoquer une réaction immédiate, et qui va entraîner un conflit ou un malentendu, et qui du coup va ne faire qu'enrichir sa colère. Du coup, dans les conseils, j'y arrive, c'est déjà un sujet important, hein, c'est j'écoute soigneusement ce que la personne me dit, et ce sur quoi je peux être d'accord, parce qu'effectivement, sur une partie de ce qui est dit, il y a des choses qui vont nous faire réagir, mais il y a probablement des choses sur lesquelles on est d'accord. Et du coup, eh bien voilà, la critique qui peut être justifiée sur une partie, quelque part, le conseil, c'est de pouvoir reconnaître cette partie-là. En passant un certain temps à reconnaître, oui, effectivement, sur ce que tu dis, je comprends que, etc. Et la partie injustifiée, eh bien, au final, verbaliser comment on a compris la critique, parce qu'au final, il peut y avoir aussi une histoire d'incompréhension entre ce qui est émis et ce que l'on a compris. Et puis, on peut donner sa vérité. On est marqué la vérité, mais c'est sa vérité. Au final, on a tous notre vérité. Et puis, si la critique est vague, eh bien, du coup, on peut effectivement commencer à discuter, avoir une vraie discussion, plutôt que d'avoir des choses qui se terminent sur la colère et des malentendus. Et le conseil final, c'est de terminer chaleureusement pour au final résumer, ben, j'ai compris cette partie-là, sur l'autre, je suis pas d'accord, ou ceci est mon avis, et puis voilà. Donc ça, c'est une petite méthode sympathique aussi pour être dans des conditions plutôt relax, cool, par rapport à des situations où au fond de nous, on a une trace d'énervement. Comme en ce moment, nombreux sujets qui peuvent nous énerver, et bien voilà, c'est un peu pareil, hein. Toujours garder son calme, ça sera toujours mieux de toute façon pour convaincre et encore pour donner son avis, parce qu'on n'est pas là pour convaincre forcément non plus tout le monde. Du coup, faire face au problème, il va aborder plusieurs sujets. On a vu un peu ici la colère, il y a aussi les troubles de sommeil, les douleurs, les acouphènes. Un exemple aussi auquel on ne penserait pas forcément, un acouphène qui peut partir un côté physique qui va être un peu négatif chez nous ou pas le plus fort, déclencher des acouphènes. Et une prise de conscience de cet acouphène qui du coup va nous mettre dans une boucle aussi de stress qui va pouvoir hélas renforcer ce phénomène d'acouphène. Donc là, il explique une méthode pour se concentrer sur l'acouphène, rentrer en relaxation et puis s'entraîner à faire varier ses sensations et ses ressentis, qui peuvent d'ailleurs aller dans les sens de tiens, j'augmente mon problème d'acouphène, est-ce que ça peut être pire? Voilà, le fait de faire varier, et ça encore, c'est une notion intéressante. Et puis le livre conclut sur le fait que la relaxation, c'est avant tout obtenir un état de calme qui va être quand même utile sur plein de plans immédiats et à long terme. Et sa petite citation finale, c'est savoir faire la cigale au quotidien n'empêche pas de savoir faire aussi la fourmi. Pour contrer un peu cette image négative de dire ben voilà, si on se relaxe, si on est là à ne rien faire, c'est qu'on est plus productif, c'est qu'on ne sert plus à rien, quoi. Alors, en ce qui concerne mes conclusions, moi je trouve effectivement qu'il y a une image très positive qui insiste sur le fait que l'on ne peut pas être à 100% d'activité physique ou mentale toute la journée. Alors on essaye, on va rajouter du café, on va rajouter des excitants, et puis on va y retourner, mais au final l'épuisement petit à petit se fait lit, et au-delà des agacements, des énervements, il faut aussi ne pas oublier tout notre système endocrinien et tout notre système globalement qui lui a besoin réellement de repos. Donc du coup, nos réserves énergétiques ne sont pas illimitées, elles doivent se recharger chaque nuit, hein, et ces petits moments de pause que l'on peut faire paraissent très sensés et positifs. L'idée, c'est de se mettre au ralenti très régulièrement, et être au ralenti, c'est ne rien faire, hein. Faire une pause, aller dehors, profiter du soleil ou même de l'air pur, sans smartphone et sans artifice, quoi. L'idée, c'est rien. Difficile, mais c'est faisable, et c'est tellement vertueux. C'est vertueux parce que les regains d'énergie, de vivacité, d'accès à nos ressentis physiques et émotionnels,
Ça, c'est d'ordre 1. Cette petite douleur que l'on a à un endroit donné, là, que l'on fait fi, que l'on dit ok, il faut y aller, tant pis. Et bien le fait de voir, de la questionner, de voir où elle est, si elle se répète sans cesse ou autre, la prendre en compte vraiment. Pareil pour ses émotions. Donc ces vrais moments de pause sont vraiment, je pense, très très vertueux. Par contre, quelle que soit la méthode utilisée, c'est certain qu'il faut de la rigueur. Hein. C'est pas en essayant une fois, deux fois qu'on aura une démonstration et qu'on dira c'est chouette, je continue. Il y a une notion d'entraînement, il y a une notion d'apprentissage et de progression pour obtenir une efficacité réelle et que ça puisse devenir un art de vivre au final. Quelque chose qui est rigolo à dire, un art de vivre, de pouvoir se relaxer. Ben oui, je pense que c'est bien un art de vivre à intégrer dans notre fonctionnement. Et puis, par ailleurs, avant de foncer tête baissée dans la relaxation, je trouve que c'est un bon conseil d'analyser son fonctionnement, d'essayer de trouver ce qui déclenche nos tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et puis dans les conseils, bien sûr, les massages. Je pense que c'est des choses qu'on ne pratique pas assez. C'est des choses que l'on peut remettre sur le devant de la scène. Quelqu'un qui est un peu tendu, il demande un petit massage du dos en étant assis. N'importe qui est par là. Et puis, vous le demandez à quelqu'un, vous lui faites aussi pour qu'il ressente ce que ça peut apporter. Et puis voilà, vous serez peut-être surpris de voir que dans certains environnements, les gens vont se retrouver à « Ah tiens, je te sens tendu, je te fais un petit massage ». Vraiment très sympa, très efficace, et puis plein d'autres vertus par ailleurs. Et puis l'image mentale aussi, que je trouve très très efficace pour l'avoir pratiqué vraiment souvent, et maintenant je peux le faire. C'est une situation agréable vécue, facile à mettre en place. Ça peut être une image des vacances au soleil, des moments où on était bien, où on était tranquille, où on prenait le temps de lire. Et du coup en faire un peu notre camp de base pour pouvoir s'y réfugier quand on a besoin de faire une crise de calme, comme indiqué dans ce livre. Et puis sur PC, pour ceux qui font beaucoup d'écran, moi j'utilise WorkBrave maintenant, que parfois d'ailleurs vous entendrez dans certaines de mes vidéos quand j'oublie de le mettre en mode silencieux. Un petit outil que l'on peut programmer pour nous rappeler de faire des pauses régulièrement, toutes les 10 minutes par exemple, ne serait-ce que de regarder au loin, et puis des pauses plus importantes à mettre le temps que vous voudrez, toutes les heures et demie ou toutes les heures. Et là l'idée c'est je quitte le PC 10 minutes. En même temps, il va proposer aussi des petites manipulations au niveau vertébrale et compagnie pour pouvoir justement forcer la détente de toutes ces zones qui pourraient être un peu tendues. Un outil bien pratique. Voilà pour le résumé de ce livre.